préparer cette table ronde, j'ai pas mal lu de débats qui ont eu lieu dans les années 50. Et puis, finalement, j'ai décidé de changer du tout au tout mon introduction parce que cet après-midi, j'animais les tables rondes qui étaient dans mon journal, Au Monde. Et on a eu une écrivaine égyptienne, Hadaf Souef, qui nous a raconté, qui a lu son livre sur la place Tahrir. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement émouvant de voir l'accueil du public cet après-midi dans l'auditorium du Monde à sa lecture. Et on s'est tous fait la réflexion suivante, c'est-à-dire que ces événements de la place Tahrir, on les a tous vus en images. On les a beaucoup vus en images. On a vu presque trop d'images de cette révolution égyptienne à un moment, hein, comme ça se passe souvent dans les médias. Et puis là, tout d'un coup, il y avait autre chose, parce que la littérature nous racontait la place Tahrir, nous racontait la révolution égyptienne, et ce n'était pas la même chose. Et il y avait plus. Et on s'est tous fait la réflexion, tous ceux qui étaient dans cet auditorium, que la littérature, là, tenait un discours qui était plus large que les images. Alors évidemment, le cinéma, ce n'est pas que des images, mais je voudrais juste, je vais pas vous saouler avec toute l'histoire de l'adaptation littéraire au cinéma, mais juste quelques points. J'ai choisi 3 citations. Je vous rappelle que la grande époque de la discussion là-dessus, c'est dans les années 50, sur Truffaut, qui critiquait vertement les adaptateurs, scénaristes, littéraires du genre Orange et Bost, parce qu'il trouve que François Truffaut trouvait que Orange et Bost était trop, justement, littéraire et ne laissait pas assez la place au cinéma. Cinéma comme manière de raconter des histoires autonomes, finalement. Et puis après, il y a ce beau texte d'André Bazin sur le journal d'un curé de campagne, et où il dit ça. Il ne s'agit pas ici de traduire, si fidèlement, si intelligemment que ce soit, moins encore de s'inspirer librement, avec un amoureux respect en vue du film qui double l'œuvre, mais de construire sur le roman, par le cinéma, une œuvre à l'état second. Non point un film comparable au roman, ou digne de lui, entre guillemets, mais un être esthétique nouveau, qui est comme un roman multiplié par le cinéma. On est là dans la question de l'autonomisation, excusez-moi, c'est un peu long, mais l'autonomisation du film par rapport au livre. Donc Truffaut, je vous en parlais à l'instant. Et puis il y a ce beau texte de Marguerite Duras qui est en présentation du film un peu dur, un peu compliqué, qui s'appelle Le Camion, pour le coup, et qui dit ça. Le cinéma arrête le texte, frappe de mort sa descendance, l'imaginaire. C'est là sa vertu même de fermer, d'arrêter l'imaginaire. Cet arrêt, cette fermeture s'appelle film. On reconnaît là le style de Duras, mais en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé dans cette citation, c'est le concept d'arrêter l'imaginaire. Et c'est ce que je vous disais à l'instant sur la place Tahrir, c'est-à-dire la place Tahrir, on a vu des images, et puis là, tout d'un coup, c'est l'inverse. C'est la littérature qui nous recrée des images et qui, surtout, nous laisse libres, tous les lecteurs, de faire nos propres images. Donc voilà la problématique posée, c'est-à-dire 2 problèmes. Qu'est-ce qui fait texte ? Est-ce que c'est la structure, le style ? Et du coup, à partir de ça, comment on fait du cinéma ? Ou est-ce qu'on fait du cinéma avec le style du cinéma ? Et puis, qu'en est-il des images, de l'imagination ? Et enfin, et ça nous conduit à notre discussion d'aujourd'hui, quel est le rôle de l'écrivain par rapport au film ?
C'est-à-dire, bon, est-ce qu'il va être cet écrivain qui écrit aussi le scénario? Est-ce qu'il va être l'écrivain qui, comme dans certains films allemands de Werner Herzog, etc., où il demande à un écrivain d'écrire un roman à partir d'un roman, et ensuite on fait un script, un scénario à partir du roman hein, donc c'est une sorte de boîte d'empilement comme ça, ou est-ce que, Sandro Veronesi, l'écrivain ne doit pas s'occuper de ce qu'on fait de son livre, à votre avis? Ma io porto una testimonianza che mi ha informato quando ero giovane. Io sono abbastanza vecchio da aver incontrato e conosciuto per privilegio degli scrittori molto importanti, tra i quali Alberto Moravia. Quando io avevo pubblicato il primo romanzo, Moravia era ancora vivo, era vecchio, e parlavamo. E lui mi disse che non bisogna mai, uno scrittore non deve mai partecipare ad alcunché di cinematografico che venga fatto da un suo libro. E me lo disse perché appunto lui aveva vissuto proprio quella stagione lì, da scrittore, non da uomo di cinema, sebbene abbia girato un corto Moravia, un corto molto bello, muto. Però insomma ha sempre lavorato da scrittore, da letterato. Ogni cosa che ha scritto Moravia è stata tradotta dal cinema, hanno fatto dei film bellissimi e delle gran cagate, però comunque lui non ha mai messo mano alle sceneggiature e ai soggetti, alla trasposizione, perché lui diceva, molto semplicemente, mi diceva, questa è una cosa che ha detto anche in pubblico, però a me l'ha detta in faccia, deve essere un'opera autonoma, deve essere un'altra cosa. E i responsabili sono altri e tu lo devi vedere al cinema. A quel tempo io avevo scritto un solo romanzo e nessuno si sognava di farci un film, per cui l'ho presi come un consiglio, diciamo, un po' in prospettiva. Però poi è capitato, ed è capitato per 3 volte, che facessero dei film da un mio libro. E io non ho trovato, francamente, delle ragioni migliori di quelle che allora mi disse in faccia Moravia per invece partecipare alla sceneggiatura, perché tutte e 3 le volte mi hanno proposto, ho quantificato il danno economico in circa 150.000 euro, perché a botta sarebbero stati 50, però ho detto forse vale questa cifra, questo pensiero di Moravia, perché io credo veramente che il film sia un'altra cosa, sia un'altra opera, proprio un'altra, e l'autore del romanzo può solo far danno a se stesso, al proprio amor proprio, al proprio ego, vedendo mortificate certe sue decisioni prese in totale libertà, che si trasformano per necessità di produzione in tutt'altro, e può nuocere al film perché difende a oltranza, facendo casino, delle sue decisioni che invece magari l'autore della vera opera, che magari porta rispetto allo scrittore e quindi poi alla fine lo accontenta, avrebbe fatto diversamente. Io credo di aver fatto bene, a parte quei soldi che non ci sono, perché credo veramente che si tratti di un'altra opera. Ieri sera qui c'era anche Denisi, parlava di traduzione e invece lì io difendevo, diciamo, la responsabilità ultima dell'autore anche nelle traduzioni dei suoi libri in altre lingue, perché l'opera rimane la stessa e il responsabile rimane lo stesso, e allora è il traduttore che si deve mettere al servizio dell'opera senza cercare di migliorarla. Non è un altro linguaggio, è un'altra lingua. E quindi non è così difficile cercare le parole giuste per riportare in un'altra lingua le parole della lingua originaria. Nel caso del cinema invece io credo che sia veramente un altro mondo, e io personalmente ho scoperto anche, ho scritto qualche sceneggiatura, di non essere bravo a fare lo sceneggiatore, quindi non mi è costato neanche questo gran sacrificio artistico, diciamo. Però comunque, anche se fossi stato bravo,
avrei potuto fare lo sceneggiatore da altri film, magari tratti da libri di altri, però andare a mescolare è quasi un incesto, è una cosa un po', un po' brutta, come l'ha messa Moravia era brutta e io non la farò mai. Et quand vous laissez votre œuvre complètement au cinéaste, est-ce que vous avez quand même des questions du scénariste? C'est-à-dire, est-ce que le scénariste, même si vous ne participez pas vraiment à l'écriture du scénario, est-ce que le scénariste vient vous voir pour vous poser des questions? Par exemple, on va prendre l'exemple très, très concret du Chaos calme, hein, qui est le plus connu, hein, le prix féminin 2008, et puis le film avec Nanni Moretti. Est-ce que les scénaristes là, sont venus vous voir pour vous poser des questions? Ma nel caso di Caos Calmo in particolare erano amici, perché la sceneggiatura l'ha scritta Nanni insieme a uno scrittore e una sceneggiatrice che sono amici miei, per cui erano 3 amici miei. Mi sarebbe anche molto piaciuto lavorare con loro, perché scrivere sceneggiature, diversamente dallo scrivere romanzi, è un'attività sociale, si ride, si beve, ci si diverte, però in realtà anche lì io dissi di no, e è vero che mi hanno chiesto delle cose, ma mi hanno chiesto delle cose irrilevanti, mentre le cose rilevanti, sulle quali avrei fatto casino se ci fossi stato, non me l'hanno chieste. Cioè, spostare la storia da Milano a Roma, che per me, se io fossi stato tra gli sceneggiatori, mi sarei incatenato al tavolo per impedirlo, era semplicemente per ragioni di produzione e di mania di Nanni di non girare altro che a Roma. Però per me la storia non era una storia romana, era una storia milanese, mitteleuropea, non aveva niente a che fare con Roma. Quello non me l'hanno chiesto. E un'altra cosa che sembra innocente, ma poi ha avuto un feedback molto curioso sul romanzo, il personaggio del romanzo a un certo punto si ferma davanti alla scuola della figlia e sta lì per dei mesi, ma non sta sulla panchina, sta in macchina. Il cinema, non potendo mettersi dentro una macchina, nemmeno scuola, ci sarebbe. Allora l'ha spostato sulla panchina. La foto di Nanni Moretti, il film ha avuto abbastanza successo, quindi è andato nei festival e c'è questo bel manifesto di Nanni di spalle sulla panchina con le braccia larghe, ha fatto sì che anche la gente che adesso mi parla del libro pensi o ricordi che il protagonista sta sulla panchina, e invece non sta sulla panchina, sta in macchina, che è una cosa diversa. Anche quello, che è evidente e che insomma non merita neanche discussioni, però non me ne hanno parlato, è stato uno di quei cambiamenti, diciamo, automatici, che se io fossi stato tra gli sceneggiatori quantomeno gliel'avrei fatto pagare con un pomeriggio di discussione, no? Un pomeriggio perso a discutere su questo. E questi sono 2 esempi di quanto effettivamente, anche con l'amicizia, con la benevolenza, è bene non mettersi di mezzo, e anche se vengono a chiederti le cose, ti chiedono delle cose irrilevanti e quindi è come se non venissero, e giustamente non vengono, perché godono della libertà, te lo propongono perché l'amicizia, per il rispetto, ma quando gli dici di no sono tutti contenti e se la tengono questa libertà, e fanno bene, perché solo così il film può diventare un'opera autonoma, altrimenti diventa una specie di spin-off però in un'altra lingua, in un altro linguaggio, quindi con tutt'altra grammatica, che potrebbe non funzionare proprio per questo. Cette idée de l'image qui reste d'un film, ça me fait penser à ce que disait Flaubert enfin tout le monde le connaît, sur cette histoire de jamais illustrer. Il ne voulait jamais qu'on illustre ses livres, parce qu'il disait si on se met à dessiner Bovary, ça sera plus Bovary, ça sera une femme. Certo, certo. No, ma c'è una cosa a proposito della scrittura cinematografica, perché a volte addirittura come un complimento a uno scrittore viene detto che ha una scrittura cinematografica perché è ricca di immagini. Allora io però vorrei ricordare, tutte le volte me lo dicono, lo ricordo, che per esempio nel romanzo di Victor Hugo, il 93, c'è una scena nella quale i 2 protagonisti stanno arrivando in un paese, arrivano dall'alto di una montagna, di una collina, se non ricordo male, è festa, è una giornata di sole scintillante, c'è vento,
ed essendo domenica le campane stanno battendo tutte nei campanili, però siccome loro sono sopravvento non sentono il rumore delle campane. Questa sembra una scena di Bergman e il cinema non era stato ancora inventato. Cioè, attenzione a dire che la scrittura per immagini è cinematografica, perché il cinema è arrivato molto dopo la scrittura per... Don Chisciotte è pieno di immagini cinematografiche e il cinema non passava neanche per la testa dell'uomo di fare il cinema. Io credo che la ricchezza delle immagini di una scrittura, non necessariamente, insomma, Beckett non era tanto ricco di immagini, anzi le cancellava ed era un grandissimo scrittore. Non è necessario essere ricchi di immagini, ma se si è ricchi di immagini è chiaro che qualsiasi illustrazione diventa svilire la ricchezza di quelle immagini, perché è una ricchezza che diventa collettiva, omologata. La faccia stessa di Charles Bovary o di Emma Bovary, lo sguardo che io ho visto un paio di film tratti da Madame Bovary, però l'immagine che io ricordo viene dal libro ed è l'immagine di lei che alza gli occhi da sotto l'ombrello parasole. Ricordo questo, così come ricordo di Robinson Crusoe, Robinson che indietreggia dopo aver visto l'orma per terra di venerdì. Questo non l'ho visto in un film, l'ho visto nel romanzo, capito? Allora, secondo me un buon film tratto da un romanzo non può cancellare le immagini indelebili che rendono indimenticabile il romanzo, la trasformazione di Jekyll in Hyde, che è stata fatta tante volte nel cinema con gli effetti speciali, quelli all'inizio di Spencer Tracy, oppure quelli adesso. Però, così come è raccontata da Stevenson, è straordinariamente più ricca. Tuttavia può essere una buona trasposizione di quel testo, può essere buon cinema, proprio perché non si preoccupa di illustrare ciò che è già ben illustrato, ma di utilizzare un altro linguaggio che può dare tutt'altre emozioni, perché le soggettive di Mr. Hyde, che è un uomo agile, scattante, nervoso e malvagio, possono dare la possibilità a un regista di fare delle cose che uno scrittore non può fare, perché la lingua in questo caso è plastica, non restituisce. E io credo veramente che se si allontanano e l'autore in questo caso dovrebbe cercare di non star nel mezzo, o comunque di stare nel mezzo mettendosi a servizio del film, cosa che per me sarebbe impossibile, se si allontanano le due opere e si attribuiscono ad autori diversi, allora possono venire tutte e due bene. Insomma, il romanzo è venuto bene, può venire molto bene anche il film, e chiaramente non è più una questione nemmeno di fedeltà allo spirito, no? C'era Godard che ha fatto il disprezzo, Le Mépris, dal romanzo di Moravia, e lo chiamava, Moravia se ne offese molto, un roman de gare, cioè un romanzo da così, un romanzetto da leggere. Per lui aveva fatto un'opera intellettuale da un romanzo, secondo lui, da pubblico, commerciale, no? Cosa che aveva molto offeso Moravia. Però quello voleva dire che il teorema Moravia aveva funzionato, cioè Moravia si era talmente estraniato da quel progetto, un grande progetto, c'era Michel Piccoli, c'era Jack Palance, c'era persino Fritz Lang alla fine, oltre a Brigitte Bardot ovviamente, e lui non aveva partecipato alla sceneggiatura e si era estraniato così bene che è stato perfino offeso dall'autore del Mépris film, che adesso può darsi anche che sia più famoso del Mépris il romanzo, può darsi, e può darsi anche che sia più bello, però una parte del merito ce l'ha Moravia, che ha permesso a Godard di essere così libero da considerarlo quello che lui non credeva mai di essere, cioè un autore da gare. D'ailleurs, Godard parlait toujours de la littérature en disant « Sa Majesté le dire ». Sì. Antonio Scarmetta, on est avec vous dans un aller-retour souvent entre le texte, une pièce de théâtre qui devient un film, No, qui devient un roman. Pour le film, est-ce que vous
participer aussi au scénario. Quelle est votre position par rapport à ce qu'on va appeler désormais le théorème de Moravia? De ne pas s'occuper du scénario. Yo le recomiendo a todos los autores cuya obra despierta el interés de un director armarse de 3 virtudes: excitación, paciencia y resignación. Creo que con estas 3 virtudes el autor puede sobrevivir a la experiencia de ver su libro adaptado al cine. Excitación, ¿por qué? Porque en este mundo donde se publican tantas novelas notables y habiendo tantas novelas clásicas, que un director o un productor diga, aquí hay algo con lo cual yo quiero construir otra cosa, es un homenaje a la fantasía, al poder de seducción del autor. Así que el autor tiene que inclinarse y agradecer. Luego, paciencia, porque desde el momento que un director o un productor se interesa en un texto tuyo, hasta el momento en que se hace esa película, puede haber cualquier cantidad de catástrofe entre medio y el autor se va a desilusionar 100 veces y va a lamentar haber cedido los derechos de su libro. Pero si tiene paciencia, la película finalmente se hace. Y luego resignación, porque lo que el autor ha escrito termina siendo un producto completamente distinto. Si la película es buena desde el punto de vista del autor, a lo que más puede aspirar el autor es que la película sea fiel al libro en el espíritu, pero no en la letra. La letra, la caligrafía, el estilo, es algo que tiene que venir del director. Por lo tanto, cada vez que yo o mi agente ha cedido un libro mío para que sea producido en el cine, yo le doy al director todas las libertades y espero que el director se tome libertades, porque creo en la libertad del arte. Ya con el acto generoso de decir, voy a tomar tu libro, ya quedó suficientemente agradecido. Mi libro, mi obra literaria está allí, yo soy un escritor. Ustedes quieren después comparar el libro con la película, háganlo. Yo no lo voy a hacer. Yo cuando vaya a ver la película lo que quiero es sorprenderme, disfrutar la recreación sobre la creación. Y en cine, la creación no es solo la del director, están los actores que pueden, con un abrir y cerrar de ojos, te pueden causar emociones. Está el músico que le va a dar un alma a todos. Bueno, es un arte tan complejo que yo recomiendo a los autores no meterse en él. No hay que meterse en él, hay que darle libertad, dejar que el pájaro vuele, que el barco zarpe y no tener orgullo de autor. El orgullo de autor es lo peor que hay en el arte del cine. Siempre vas a quedar insatisfecho si pones tu orgullo, se dice, esta es mi obra,
perfecta y no me la toquen. De modo que tengo que compartir con ustedes, con Moravia. Hay que dejar que el director vaya realmente a la aventura. Tú hablabas de la autonomización del cine. Yo te quiero contar otra historia que tiene que ver con mi experiencia como guionista. Te quiero hablar de el guionista como haciendo resistencia al director. Mira, yo como guionista he hecho 4 o 5 películas con un director alemán, Peter Lilienthal, que ha ganado el Festival de Berlín con la película David, y yo hice 4 películas como guionista de un director alemán. Ahora, tú como latino, todos sabemos que entre un espíritu tedesco y un espíritu latinoamericano hay por lo menos incongruencias. Desde la gramática hasta la forma mental. Lilienthal llegó a Chile interesado en la Revolución chilena y dijo, quiero hacer una película acá en Chile y me gustaría encontrar a un guionista. En ese tiempo yo era un joven autor de moda y como tengo amigos con mucho sentido del humor, le dijeron, Skármeta, le dijeron al director, Skármeta. Vino a verme y lo primero que me dijo, quiero presentarme. Hizo un autorretrato de cómo era. Y él era culto, amaba la pintura, su música favorita era de Bach a Beethoven, se vestía elegantemente. Yo amaba el rock and roll, me gustaban las carreras de caballo, me gustaba el fútbol. Es decir, la incompatibilidad era total. Yo lo oí y quedé perplejo y le dije, Peter, tú y yo no tenemos nada que hacer juntos, honestamente. Qué interesante, me dijo, porque justamente lo que yo ando buscando como director de cine es alguien que sea completamente distinto a mí. Finalmente le escribí un guión. Mira, el guión, en 10 segundos, era una historia de la Revolución chilena donde un joven futbolista apático, egoísta, individualista, venía de la provincia de Santiago para triunfar como futbolista en el Colo-Colo, en la Universidad de Chile, en cualquier equipo grande. Y era insensible a lo que pasaba en la sociedad. Yo escribí la historia esa del futbolista y hice un guión y se lo pasé. Lilienthal lo leyó y le dijo, interesante la historia, pero ¿por qué en vez de un futbolista no me la haces con una dactilógrafa? Transfórmame el futbolista en una señorita. Hice el guión y le transformé el futbolista en una señorita. Y luego, todas aquellas situaciones que yo estimaba que eran buenísimas, no están en la película. Es decir, lo que era lo mejor para mí, no está. Desapareció de ese film. A pesar de eso, yo me fui a vivir al exilio, seguimos haciendo films juntos. Y cada vez que yo veía las películas, notaba que de 50 escenas que tenía la película, en 3 reconocía mis diálogos, mi situación, mi atmósfera. Y un día, en un foro así como este, delante del público, en Alemania,
Lilienthal, y yo discutiendo con el público una de nuestras películas, Lilienthal me muestra, me dice, tengo que decir que yo no hubiera tenido estos premios que he tenido si no contara con mi guionista Skármeta. Yo lo miro y ahí quedé perplejo. Le dije, pero Peter, le dije, si todo lo que yo escribo tú no lo filmas, ¿por qué dices esto? Ah, no, me dice, es que lo que yo necesito es un material literario, una atmósfera que me haga resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a filmar como un secretario algo que ya está brillantemente escrito? Es decir, yo necesito una materia en la cual entrar, golpear, masacrar, hacerla desaparecer. Y eso desata mi fantasía. Bueno, un argumento muy alemán, pero así fue. Así que yo desde ese momento decidí abstenerme de hacer guiones, salvo en una última ocasión en que un productor norteamericano se le ocurrió que hiciéramos la adaptación de una famosa novela de una autora latinoamericana. Y quería que el director fuera Michael Radford, el director de Il Postino, y que yo fuera, como el autor de Il Postino, el guionista. Mira, asunto dinero, l'argent. Nos contrata una productora norteamericana, me contrata para que haga una versión de la novela. Hice una, la encontraron pésima, pero me la pagaron. Me dijeron, haga una segunda versión y agregue más personajes masculinos, porque quizás podamos tener como protagonista del héroe principal a Brad Pitt. Entonces, haga más grande este papel. Hice un rol como para Brad Pitt. Cuando está terminado el guión, Brad Pitt está haciendo una película en China. Entonces, ya no sirve. Entonces dice, ¿y por qué no transforma este personaje en un personaje para que le podamos dar un papel a Samuel Jackson? Entonces, terminábamos un guión y un productor opinaba, decía, no, tenemos a Jennifer López, tenemos a Gael García Bernal. Entonces el cine norteamericano es fatal, porque no es un cine de director, es un cine de productores que piensan con qué actor, con qué autor pueden ganar dinero. Y lo que hace el actor o la actriz cuando le pasan el guión es leer nada más que las líneas de él o las líneas de ella. Entonces, eso, mira, escribimos 4 versiones. Después Michael Radford me dice, hagamos una 5ª versión juntos, para que vayamos como una unidad, como un bloque artístico frente a los productores. Escribimos la 5ª versión y nunca más respondieron. Y ahí se acabó un proyecto en el cual estuvimos 4 años, pero ganamos dinero. Tuvo esa ventaja. Entonces, resumiendo, mi experiencia es no meterse a hacer guiones, porque uno, traicionas tu obra, molestas al director, molestas al productor y le coartas su libertad. Por lo tanto, take it or leave it. Esa es mi posición. Très bien, merci.
Évidemment, on a tous pensé, quand vous parliez des scénaristes d'Hollywood, aux expériences des Faulkner et autres travailleurs dans les mines de sel, ce qu'ils appellent les mines de sel des usines à scénario de Hollywood. Alors, Dany Laferrière, vous avez il y a eu une adaptation, auquel je pense, parce qu'il y a Isaac de Bancolé dedans, et ça m'avait bien plu. C'est un film canadien, je crois, d'ailleurs. Quelle est votre expérience là, dans le rapport au scénario? Est-ce que vous y êtes mis, vous? Est-ce que vous avez écrit des scénarios? Est-ce que vous restez en dehors? Quelle est votre position là-dessus? Position. Sachant que, juste pour. Oui. Parce que quand j'ai écouté nos amis, là, je pensais à tous ces jeunes écrivains français qui, dès qu'ils ont fini leur livre, à peine sorti, il y a un producteur qui les appelle pour leur demander d'écrire un scénario et même quelquefois de tourner des films. Hein. Je veux dire, ça se voit beaucoup, ça. Donc c'est intéressant d'avoir vos expériences aux uns et aux autres par rapport à ça. Donc, oui. Vous? Bon, moi, je travaillais en usine quand j'ai publié mon premier roman et qui avait fait un peu de bruit, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Il y a un producteur qui m'a appelé, on a pris rendez-vous dans un restaurant et c'est là que je vais découvrir le rapport à l'argent, c'est-à-dire c'était un grand restaurant, moi j'étais un écrivain dont on parlait un peu, mais je n'avais pas gagné un sou. Le livre venait de sortir. J'étais dans la même condition. Et il a payé le vin et tout. Et je découvrais un monde de vie facile et où les repas sont gratuits et si on a écrit. Et le producteur, à la fin, m'a dit qu'il était prêt à envisager de faire un film avec Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, mais qu'il faudrait que les deux personnages principaux deviennent des Blancs. Bon. Je venais juste de manger, donc je n'étais pas pour arrêter le repas, on n'était pas encore au dessert. Mais je lui ai dit, mais est-ce que... oui, je comprends ça, mais il faudrait changer le titre au moins. Il me dit non, le titre est très bon. Le titre est très bon, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, c'est des Blancs. Et il me dit, voyez-vous, au cinéma, ce qui intéresse les gens, ce qu'on veut de nous, c'est que les gens rentrent dans les salles. Un bon titre, et puis, mais quand ils rentrent dans les salles, ils vont être fâchés parce qu'ils ne vont pas s'identifier. Le mot que j'ai entendu, et à ce moment-là, il faut que le spectateur s'identifie. Moi, je ne comprenais pas parce que je viens d'Haïti, où de mon temps, on n'avait produit presque jamais de film, quand j'y étais. Donc, s'identifier à l'écran, je n'ai jamais compris cette histoire. Si c'est une femme, je suis la femme. Si c'est un homme, je n'ai même jamais vu que c'était des Blancs. Ça s'appelle des acteurs. Même pas, des héros. Le héros principal, c'est comme ça qu'on disait, nous, le personnage. Parce que le cinéma, pour moi, et pendant longtemps, n'avait pas de propriété. On allait au cinéma pour voir l'acteur qu'on aimait. Quand j'étais jeune, on allait voir l'acteur. Donc, le metteur en scène, ça ne nous intéressait pas. Et donc, s'identifier, je ne comprenais pas. Et quand on m'a demandé précisément de faire le scénario du film, et j'ai accepté pour deux raisons. D'abord parce que, contrairement à toi, je n'ai pas craché sur l'argent. Et le livre ne m'avait rapporté pas beaucoup d'argent. On m'a dit qu'on allait vous payer. On parlait de gros chiffres, enfin pour moi à l'époque. Et donc j'ai accepté de faire le scénario pour deux raisons. D'abord parce que j'ai toujours cru que j'étais un cinéaste. Parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'on parle d'écrivain. Moi, j'ai été écrivain parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, je n'ai pas d'amis dans le cinéma, je ne connais personne. D'ailleurs, j'ai fait un livre, Le goût des jeunes filles, qui est devenu un film aussi, où j'ai mis un générique, tellement j'étais fou. Voyant que je ne pourrais jamais faire du cinéma, j'ai fait un film dans le livre, littéralement, avec générique, avec personnages, et je voulais faire mon film dans le livre. Parce que je ne pourrais pas, parce que le cinéma, ça prend beaucoup de temps pour le faire, ça prend toutes sortes de choses. Finalement, j'ai trouvé ce producteur qui m'a demandé de faire le scénario. Je me suis dit, peut-être que j'ai fait un film, peut-être que c'est mon chemin pour devenir un cinéaste, c'est de passer par le roman. Alors, je suis arrivé, j'ai commencé à écrire le scénario,
Il m'a dit, d'abord, c'est très différent de la littérature. Quand on fait un livre, l'éditeur vous dit, comme critique, ce n'est pas original, ou le critique. Il faut être original. Ce qui est très, très difficile, parce que ça fait 3000 ans qu'on publie des livres, et on veut que chaque écrivain soit original sur les thèmes qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la mort, l'amour, la truc, mais on veut qu'on soit original. Au cinéma, la première chose que le producteur me dit, il me dit « Quel type de film tu veux faire? Dis-nous ça en film. » Est-ce que Délicatessen, tu l'as vu? Essaie de faire en Délicatessen. C'est-à-dire, au cinéma, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui existe déjà pour qu'on puisse savoir ce que tu veux faire. Donc, c'est le seul art qui réfute l'originalité. Donc, moi, j'étais... Bon, je ne suis pas contre, hein, j'étais tout simplement étonné de voir un art où l'on vous demande de faire comme quelqu'un avant. Et on dit, choisis 5 films. Dis-moi quels sont les 5 films que tu aimes. Et j'ai dit 5 films, il m'a dit, ben, pourquoi tu n'en fais pas un d'entre eux? J'ai dit, mais ils sont déjà faits. J'ai dit, non, non, dans ton scénario, prends un peu la vision. Donc, j'étais très intéressé. Je me suis commencé d'ailleurs, et je me souviens d'ailleurs, j'ai écrit un scénario, scène 1, extérieur, et après-midi, il pleut. Il dit, pourquoi tu me fais ça? J'ai dit, mais qu'est-ce que... Il dit, non, 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 non. C'est un petit film, c'est ton premier roman, tu ne peux pas commencer par « il pleut ». Ça coûte cher. Tu dis, bel après-midi, soleil, et puis là, fini. J'ai dit, mais j'apporte c'est une scène romantique, là. Le personnage arrive dans cette nouvelle ville, il va croiser la fille, Miss Littérature, il pleut et tout ça. Et en parlant de cinéma, j'ai suivi ça, c'est le désir, c'est le moment du désir. Il me dit, oui, mais tu ne peux pas te payer ça, toi. Donc tu fais après-midi clair. Donc j'ai compris tout de suite le rapport strict au scénario, à l'argent, et qui va déterminer exactement ce que Antonio Scametta parlait. L'autre chose que j'ai compris et qui m'a un peu réservé, et sans tuer le goût de l'argent chez moi, c'est précisément le fait que le scénario lui-même n'a aucune existence propre. C'est une histoire très étrange par rapport au cinéma. C'est-à-dire, j'ai fait une première version. D'abord, le producteur sait que même si tu fais un chef-d'œuvre, tu dois arriver à 4 ou 5 versions. C'est écrit. Il y a très personne qui peut faire une version de scénario et puis on tourne. Même si à la fin, on va prendre la première version parce qu'on va vous dire que cette première version, elle est plus spontanée. Mais les raisons du cinéma n'ont rien à voir avec la réalité esthétique d'un scénario. Quand j'étais arrivé à la troisième version, j'ai compris que le réalisateur son problème n'était pas que je fasse un meilleur scénario, exactement pour les arguments de Scametta. On m'avait dit que, et pas Oprah Winfrey, mais une actrice qui était comédienne américaine aussi, devait jouer. Il fallait prendre ce second rôle et en faire un premier rôle. Mais tout en gardant un premier rôle pour s'il y a une autre actrice plus importante. C'était Whoopi Goldberg. Alors, Whoopi Goldberg est intéressée, mais elle est intéressée par ce personnage-là, la seconde sœur. Donc, il fallait enrichir la seconde sœur énormément, mais tout en gardant une énorme place à la première sœur, parce qu'on voit peut-être Oprah Winfrey. Moi, je n'étais pas du tout dans ces histoires-là, dans ce scénario-là, mais c'était comme ça. Et finalement, j'ai compris à la 5e version que quand on vous demande de refaire le scénario, ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé l'argent et on veut vous garder dans l'affaire. Donc, personne n'a lu vraiment le scénario. On te dit, refais le scénario, c'est juste pour te garder dans l'ambiance. On n'avait pas lu. Il y avait des producteurs de CBC qui étaient venus me voir et j'ai senti ce sentiment très étrange qu'ils n'avaient pas lu le scénario. Et j'ai eu à un moment donné, n'en pouvant plus, j'ai dit, mais est-ce que vous l'avez lu le scénario? Ils m'ont regardé avec une telle compassion, comme si je n'étais pas au courant, que ce n'était pas là la question. Il dit, on m'a débriefé, c'est-à-dire on m'a raconté le scénario, mais je ne vais pas lire le scénario, je ne suis pas dans ce secteur-là. Lui, il est dans le secteur d'argent, il vient voir qui va jouer dans le film, quel avocat on va mettre, est-ce que la télévision va acheter le film, lui il était à CBC, est-ce que la télé va acheter le film, donc est-ce que le film est politiquement correct pour la télé, est-ce qu'il n'était pas... Moi je pensais qu'on lisait mon scénario et qu'on me donnait des avis sur le scénario. Mais quand même,
j'avais compris qu'il fallait faire le film pour une raison très simple. Et c'est là que je ne suis pas trop d'accord avec mes collègues. C'est-à-dire, les gens qui font du cinéma, on ne sait pas qui fait du cinéma. Comme la littérature aussi, on ne sait pas qui écrit. Peut-être que je suis cinéaste, peut-être que je suis... personne ne peut dire si vous n'avez pas écrit plusieurs livres, même si vous êtes écrivain. Donc je ne sais pas pourquoi. Et moi j'ai compris qu'il fallait, ce que vous avez dit, être modeste. J'ai compris qu'il fallait être patient, mais j'ai compris aussi que tous les cinéastes, même les plus grands, ils vous racontent ces mêmes problèmes. Tous ceux qui ont fait 20 films, Fellini, s'il vous raconte les films qu'il n'a pas fait, c'est exactement la même chose. Si Fellini a les mêmes problèmes, je me suis dit, les problèmes que j'ai, c'est des petits problèmes de rien du tout. D'ailleurs, pour des scénarios où je suis à peine payé. Donc, quand j'ai compris plus tard, le cinéma, l'argent était beaucoup plus fort que le premier repas que j'ai reçu. Donc, je me suis dit, mais arme-toi de patience. Le film va être mauvais, mais ce n'est pas ça le plus grave. Puisque Bukowski a dit la phrase, il a dit, on m'a demandé de faire un scénario Barfly, et ils ont tout pris de mon livre, ils ont tout pompé, ils n'ont rien fait avec ce qu'ils avaient pris, et le résultat, ils m'ont donné la fortune. Donc je vois que le rapport, ça c'est Hollywood, le rapport entre l'argent et le cinéma. Donc, par exemple, quand vous dites que si je laisse mon film à quelqu'un d'autre qui ferait un beau film, une œuvre, on n'a aucune sécurité sur cette histoire-là. On n'a aucune sécurité sur cette histoire-là. Je préfère faire un mauvais scénario moi-même et être payé que laisser à quelqu'un d'autre de faire un mauvais scénario aussi. Donc, je me suis toujours dit que le cinéma, exactement ce que Moravia et Godard disaient, exactement, je me suis dit que je ne comprends pas pourquoi les cinéastes prennent les chefs-d'œuvre pour faire des films. Là, je suis totalement d'accord, parce qu'un chef-d'œuvre n'a pas besoin d'un autre support. Je ne vois pas pourquoi un bon cinéaste qui est intéressant ne prenne pas plutôt des mauvais livres pour en faire des chefs-d'œuvre. Là, personne ne perdra. C'est ce qu'ils ont fait avec mes livres. Donc, on en a fait 3. Bon, et les uns et les autres, j'aimerais quand même que vous nous disiez, quand vous avez vu vos films, les films, c'est une question assez bateau, mais moi, elle m'intéresse en tout cas. Quand vous avez vu, par exemple, Le Chaos calme, la première fois, Sandro Veronesi, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez... La première fois que vous avez vu le film en entier, tranquillement? Ma, naturalmente, appunto, è quell'emozione di cui parlava Scarmeta, perché poi vedi, io vedevo Nanni Moretti, che è un amico, ma è anche uno straordinario, per me, anche attore. Io lo amo molto anche come attore, proprio perché è eterodosso, perché non è un attore di scuola, perché non è un attore di pancia, e quindi vedere Nanni Moretti che impersonificava il mio personaggio, un personaggio che per me non aveva faccia, perché non ce n'aveva bisogno, siccome è lui che parla, lui descrive gli altri, ma non c'ha nessun bisogno di descrivere se stesso, e quindi per me non aveva faccia, non aveva una sembianza. Vederla nella persona di uno degli attori più amati che ci fossero in Italia in quel momento mi ha dato emozione. Però poi naturalmente e mi ha dato emozione il film, queste cose. Poi però appunto mi sono reso conto delle cose che non sapevo, per esempio, e che come dice Denis, potevano essere fatte meglio. Io non c'entro nulla, però qualche cosa che non andava ce l'ho vista, e che erano problemi di produzione. Perché all'inizio del film c'è, come all'inizio del romanzo, una scena che dovrebbe essere drammatica di un salvataggio da annegamento di una donna che sta per annegare, e il protagonista che la salva, ma rischia di morire anche lui, perché gli annegati o quelli che stanno per morire di annegamento tendono, no, a ucciderti piuttosto che lasciarsi salvare. Quella scena è stata girata
col mare mosso, veramente col mare mosso, e quindi con dei problemi con la barchetta per risparmiare, e in fondo è venuta un po' misera. Io ho un fratello che fa il regista e quindi so un po' cosa succede, no? Se uno, il regista si fosse imposto, avesse detto andiamo a Malta dove ci sono le piscine, si chiamano così, sono acque che sono dotate di una serie di meccanismi che permettono di avere mareggiate, di fare battaglie navali, costa di più ovviamente, però quella era la sede dove andava girata quella prima scena, secondo me. Io ho notato la miseria di quella prima scena, ma soprattutto io, perché la considero tuttora, insomma, una scena necessaria, e quindi deve costare caro. E quindi, per quanto anche il regista fosse un mio amico, evidentemente non ha avuto il coraggio di tirare con il produttore, e io il difetto, diciamo, del film alla fine, il rimpianto che ho è che non sia stato Nanni stesso il regista. Nanni si presentò, volle fare quel personaggio, questa cosa fece, da quel momento il film era fatto, c'era l'argent per fare il film, perché c'era Nanni Moretti, che forse è l'unico attore, personaggio in Italia adesso che fa un film senza tanta fatica. Però gli fu subito detto, fai anche il regista? No. Perché? Perché lui, finito di recitare, voleva pensare al suo di film, no? Ecco, l'errore è stato non rinchiuderlo nella stanzetta dove fumavano, perché c'era nell'ufficio una stanzetta dove tutti andavano a fumare, e Nanni ha orrore del fumo. Bisognava chiuderlo lì fino al momento in cui non dicesse va bene, faccio il regista. E lì è stato un errore, ma veramente è stato un errore di produzione, perché se lo facevano, secondo me Nanni aveva l'autorità per dire no, questa scena la facciamo là e la paghiamo quanto la pagherebbero gli inglesi, i francesi, gli americani, e non la facciamo a Sabaudia aspettando il mare grosso per davvero, che altro po' affogano davvero Leurini. L'organizzatore stava per affogare perché è cascato dal gommone e stava per morire davvero, non la protagonista ma l'organizzatore, e non va bene. Per un film di quel livello bisognava che, no, ma non per il livello del romanzo, del film, perché poi il film è un film importante. Allora, io ho avuto questa emozione di vedere tutta questa roba, però forse io ho visto le miserie, diciamo, quelle cose un po', perché ce n'è due o tre, c'è quella neve alla fine che non ci si crede proprio, c'è una neve finta, proprio una finta, che uno dice ma dai, non metticela un po' meglio. Perché? Perché il mio amico regista non si è imposto, no? E non ha detto no, la neve si fa per bene, non si fa sta merda qua, oggi non si lavora, soldi persi, lui invece si vede che si accontentava perché già gli sembrava tanto di fare questo film, e ci sono 3-4 cose che non sono questioni letterarie, sono questioni cinematografiche. Mi è dispiaciuto che il film tratto dal mio romanzo, un film importante che poi andava nei festival, eccetera, ci avesse queste due pecionate, non so come lo tradurrà, pecionate, insomma, poverate, che potevano essere risparmiate se il regista si fosse imposto di più, come, non dico come Luchino Visconti, no? Ma almeno come sarebbe stato Nanni Moretti se l'avessero rinchiuso nella stanzina. Quant à vous, quels sont les films qui vous ont le plus plu de ce qu'on a tiré de vos livres? Est-ce que No, par exemple, j'aimerais que vous nous racontiez quand même le rapport que vous avez avec No. Sí, claro, les puedo contar la relación que tengo con la película No, de chileno Pablo Larraín. Quiero contar algo inmediato, un minuto para contar otra cosa que tiene que ver con lo mismo. Mire, antes de que se hiciera esta famosa película Il Postino, que fue un éxito mundial, la película de Michael Radford, hacia el año... Le Facteur. Hacia el año 1983, yo estaba viviendo en el exilio en Berlín y quería escribir una gran novela latinoamericana, como se escribía entonces, de
600 páginas con la historia del mundo desde Adán y Eva hasta el presente, distorsionando tiempos, metiendo 100 personajes. Yo tenía esa ambición. Y había escrito algunos guiones de cine para directores alemanes de films que habían resultado exitosos, de modo que tenía dinero como para autobecarme un año para escribir nada más que esa novela. Y estaba en eso cuando un productor para el que él trabajaba me visitó y me dijo, ¿qué estás escribiendo? Y yo, como soy latinoamericano y locuaz, le conté lo que estaba escribiendo, que era la historia de Pablo Neruda y el cartero. Él la oyó y me dijo, por favor, escríbeme un guión. No le dije porque estoy haciendo la gran novela latinoamericana. No, me dijo, pero mira, escríbeme un guión de esa historia de Pablo Neruda y el cartero y la producimos este mismo año. Tengo dinero para producirla. Y para entusiasmarte, aquí tienes un anticipo. Y me dejó un cheque. Ahí dejé abandonada mi gran novela latinoamericana, de 500, 600 páginas, y comencé a escribir el guión. Cuando termino el guión, se lo mando, lo encuentra bueno y me dice lo siguiente, mira, quiero que tú dirijas el guión que escribiste. Yo me aterré. Yo había escrito guiones, pero dirigir yo una película. Tenía idea. Pero le dije, estás loco. Mira, me dijo, si esta película resulta, maravilloso para mí, maravilloso para el público. Y si no resulta, va a ser un experimento interesante. Un escritor que hace una película. Acepté hacer la película. Es la historia del cartero de Neruda que se filmó antes del Postino. La película se llamaba Une ardente patience, una ardiente paciencia. La filmé en Portugal con actores chilenos que vinieron de Chile, donde había dictadura, y con actores chilenos que vivían en el exilio. Filmé la película, la dirigí, pedí la música, hice todo el trabajo de artista como un amateur, sin saber dirigir. Pero confié en los actores y en la historia que cada uno de estos actores tenía. Y las actrices y el músico, por decirlo así, estando en el exilio, al hacer esa película, reconstruí el Chile que yo había perdido. Termino la película, se estrena con éxito, gana festivales, la da la televisión alemana, la televisión inglesa, todo el mundo, y yo vuelvo a mi novela, que no había terminado. Pero yo tuve el privilegio de ver a los personajes que yo no había terminado como figuras literarias, encarnados ya en actores reales. Entonces, cuando vuelvo a la novela, yo ya no quiero hacer una novela de 600 páginas. Yo quiero contar la historia de esos seres reales con los que yo trabajé. Entonces, del gran novelón pasé a una novela
200 páginas, pero dándole la poesía, la ternura, el ritmo, el humor que me había dado mi propia gente, que compartía conmigo el mismo dolor, la misma ternura, la misma nostalgia. Cuento esto porque es un caso muy extraño de un autor que es influenciado en su novela porque ha hecho antes que existiera esa novela cine. Y este cine se proyecta y corta, modela esta novela. Entonces, esta experiencia de haber hecho esta película me significó mucho. Después, cuando vi Il Postino, que era la misma historia, me pasó otra vez que sentí la fascinación de lo que podía hacer un director de cine que sabe hacer cine. Muchas veces personas que han visto las dos películas me preguntan, ¿cuál prefiere usted? ¿La que usted hizo o la que hizo Michael Radford? Yo contesto, la película que yo hice es la película de un escritor que hizo una película. La película de Michael Radford, Il Postino, es la película de un director que sabe lo que está haciendo. Yo creo que eso es una gran diferencia. De modo que cuando vi esa película, a mí me produjo una emoción inmensa. Con la película No, de Pablo Larraín, yo había hecho una historia muy íntima y política. Y Larraín le dio una proyección mucho más social, contradictoria, más grande. Yo hice una película casi de ficción sobre un hecho irreal, a través de una campaña publicitaria alegre. Un publicista consigue animar a un país deprimido, derrotado por la dictadura, para sublevarse contra el dictador y votar no. Y esto lo hace con mucho humor. Pero, por ejemplo, la escena fundamental de mi obra de teatro, que también está en la novela, The Days of the Rainbow, ¿cómo se llama en francés? Le Jour de l'Arc-en-Ciel. Ese momento de comedia delirante que está en mi guión y que para mí era la base de lo insólito, de lo cómico, no está en la película. Tiene muchos otros méritos. Nada más que un minuto para contar lo extraño. El publicista que tiene que hacer la campaña del no contra Pinochet está desesperado porque no se le ocurre nada. Y le falta una canción que la gente pueda cantar diciendo no a Pinochet. Y de pronto viene a su casa un hombre chiquito que dice, yo tengo la idea de la canción que usted necesita para decirle no a Pinochet. Entonces el publicista angustiado ve que no se le ocurre nada, diga, bueno, ¿cuál es esa canción? ¿Usted la compuso? No, dice el hombre, la compuso Joseph Strauss. ¿Y cómo se llama? Danubio Azul. Y, bueno, que yo le puse letra, yo le puse palabra. A ver, cántela, le dice. Y el tipo llega, se acerca y le comienza a cantar. No, 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 no. Todos vamos a decir que no, no, no. Bueno, esta tontería se transforma en la canción más popular de la resistencia chilena
a Pinochet antes del plebiscito que lo derrota. Esta situación, que para mí es el alma de la obra de teatro, porque le da el carácter de comedia absurda a todo esto, no está en el film. Y sin embargo, el film encontró 100 otras cosas con las cuales mostró esta misma realidad, a saber, la fuerza de la fantasía y de la poesía para cambiar la historia. Es decir, la fuerza que se produce cuando los artistas se conectan con la gente y encuentran un camino común, aunque sea una pequeñez como el Vals de Estrado diciendo no, no, no. Entonces el publicista felicita al hombre pequeño y le dice, lo felicito, hombre, es su vals, irónicamente. Le dice, irónicamente, su vals es genial. Y el hombre le contesta, sí, pero yo solamente soy responsable de la letra. La música se la debemos a Strauss, no lo olvidemos. C'est l'image aussi du film, de l'histoire par rapport au film. Daniela Ferrière, quand vous avez vu, parce qu'on a parlé du scénario, on a parlé du rapport à l'histoire, au personnage, à l'argent, vous trois, vous avez pas mal parlé de l'argent, mais après, il y a le montage. Et il y a le montage, il y a le mixage, il y a toutes ces opérations strictement cinématographiques qui font qu'après, il y a le produit fini. Alors vous, quand vous avez vu le produit fini, quelle a été votre réaction? Oui, c'est vrai que si on ne replace pas les choses, on va créer un personnage étrange, le personnage de l'écrivain insatisfait. Parce que si on avait mis 3 réalisateurs là, ils auraient dit « Travaillez jamais avec un écrivain ». Ils auraient fait la même histoire que nous avons fait de l'autre côté. Et ce qui est étrange dans cette histoire, c'est le fait que l'écrivain connaît son livre de manière si intime que sa connaissance du livre ne pourra pas passer la rampe. C'est comme si, quand un écrivain explique son livre, le lecteur a l'impression qu'il n'a pas lu le même livre. Parce que dans la description que l'écrivain fait du livre, il y a beaucoup de livres morts. Il y a, par exemple, je viens d'entendre quand Scarmetta parle d'un de mes livres préférés, pas de Scarmetta, mais en général, Une ardente patience. Dans l'introduction qu'il fait d'Une ardente patience, je vois la mort de ce grand roman qu'il n'a pas écrit. À un moment donné, il dit, au moment où je voulais écrire ce livre sur la vie de Neruda, parce que c'est un journaliste qui est allé voir Neruda pour lui poser des questions, mais on lui avait bien dit, on s'en fout de ce que pense Neruda, on veut savoir avec qui il a couché. Et il dit, au moment où je veux écrire cette histoire, j'avais tel âge et je n'avais pas écrit. Pendant ce temps-là, Vargas Llosa écrivait telle chose à la cathédrale. Et un tel écrivait, Marquez écrivait, Neruda écrivait ses grands romans, et moi, je n'avais même pas écrit mon petit livre. Et moi, en entendant ça, je sens l'accent du regret de ce grand roman qui allait l'installer aux côtés de Vargas Llosa, de trucs. Donc, ça, c'est une chose privée du roman. Et cette chose-là, elle est incommunicable et rend difficile tout dialogue entre un lecteur et un écrivain. Donc, c'est encore pire pour le cinéma. Pour le cinéma. Ce qui fait qu'il nous est incapable de voir un film dont on a fait le livre. Comme il est incapable à quelqu'un qui a passé toute la journée à faire la nourriture, les mères, de s'asseoir et de manger. On ne peut pas faire la nourriture, respirer les odeurs, les parfums, avoir fait ça, mis les sels, couper des pages qui ne sont pas là. Les pages que vous avez enlevées dans un livre existent comme des membres morts, comme si on nous avait coupé votre bras et vous sentez la douleur. Elles ne sont pas là, mais elles existent dans le livre pour vous. Donc c'est impossible physiquement. Ce n'est même pas une question esthétique.
C'est impossible physiquement parce que nous sommes intoxiqués par tout ce que notre livre possède de caché et qu'on ne peut pas voir et que l'autre va voir. Donc, quand je vois le film, il faut être dans une disposition pour accepter tout cela, sinon on ne pourra pas. Mais je dois dire, par exemple, que Kanter avait fait un très beau film avec mon livre « Vers le Sud ». Alors, quand Kanter a voulu faire le film avec un livre qui s'appelle « La chair du maître », quand il a fait le film, et comme La chair du maître n'avait pas eu de succès, je me suis dit, c'est le moment de faire un autre livre à l'intérieur, en prenant des choses, des nouvelles à l'intérieur du livre que le réalisateur avait pris pour faire son film, et de l'appeler Vers le Sud, comme le réalisateur a appelé son film. Peut-être que dans ce sillage-là, je pourrais avoir quelques lecteurs et qui pourraient connaître mon livre aussi. Donc c'est le cas d'un film qui finit par avoir un impact sur un livre qui était déjà fait et provoque chez l'auteur vénal. Et disons que j'étais à la recherche de lecteurs. Moi, je suis complètement à la recherche. Je veux écrire des livres pour être lus. Pas par tout le monde forcément, ceux qui veulent, mais j'aimerais bien, je préfère un livre lu qu'un livre pas lu. Enfin, j'en suis là. Alors, j'ai fait et Vers le Sud. Mais quand j'ai vu le film de Kanter, je n'ai pas reconnu mon travail. Je suis un obsédé sexuel, Kanter est un protestant qui était catholique à sa naissance. Donc ça veut dire qu'il a une vision très... face à la sexualité. C'est un homme politique qui a fait des films extrêmement forts sur la politique et qui a trouvé une idée politique dans mon livre, alors que moi, je l'ai écrit sous l'influence de l'amant de Lady Chatterley et des liaisons dangereuses. Donc j'étais plutôt dans une affaire de désir. Et lui, il a vu quelque chose comme une sorte de métaphore, comme il m'a dit d'ailleurs. Ton livre est une métaphore d'Haïti. Donc il l'a fait ainsi, c'est-à-dire il l'a fait d'abord par rapport à ce qu'il a vu, mais ce qu'il a vu était en lien par rapport à ce qu'il avait fait déjà. C'est-à-dire, moi je suis dans mon œuvre. Comment faire l'amour avec un ex sans fatiguer, La chair du maître, ça se suit. Lui, il est dans son œuvre, mais avec mon livre. Il est dans les livres qu'il avait déjà faits. Lui, il cherche une continuité dans son œuvre, mais avec mon livre. Ce qui fait que ce qui était important pour moi, c'était le rapport de la sexualité, pour moi qui est une chose extrêmement importante. Je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut faire l'amour avec quelqu'un, c'est-à-dire la chose la plus nue, la plus directe, et ne pas pouvoir prendre un café dans un bar avec la même personne à cause, mettons, que ces deux-là vivent dans une société, mettons, raciste, apartheid. Je n'ai jamais compris comment peut-on renier un acte aussi nu. Donc, il se passe pour moi, c'est comme un miroir, il y a quelque chose derrière qu'on ne peut pas voir et qui régit ce qu'on peut voir. Donc c'est le seul côté politique de mon affaire. Mais la sexualité aussi, je tiens à ce qu'elle soit présente, réelle, dans son côté concret, parce qu'en elle-même, elle me paraît subversive. Donc pour moi, elle n'a jamais été une métaphore, malgré le fait. Donc pour vous dire que je ne peux pas voir les films qu'on a faits à partir de mes livres, parce que tout simplement, le livre lui-même tel qu'il est présenté n'est déjà pas le mien. Un éditeur est passé dessus. Des critiques, quand ils ont critiqué le livre qui est paru, ont changé ma vision aussi. Et le livre lui-même a grandi par le lecteur. Parce que chaque lecteur que vous rencontrez peut avoir une influence sur le livre que vous avez déjà écrit, au moins dans votre sensibilité. Quand vous voyez un lecteur, par exemple, en train de lire un livre et qu'il se bidonne et qu'il roule par terre et que le livre, et vous êtes dans le métro et qu'il lit la page 37, rentrez chez vous précipitamment, vous regardez, cette page n'a rien de drôle. Mais vous la lisez une deuxième fois et peut-être vous allez sourire parce que vous allez peut-être trouver quelque chose ce que le lecteur a vu. Et c'est pour ça que le livre qui arrive au metteur en scène est quelque chose qui n'a rien à voir avec le livre que vous avez en tête, parce qu'il a traversé le temps, il a conquis des désirs jusqu'à celui de ce metteur en scène. Il est quelque chose d'autre. C'est pas seulement le livre que vous avez qui a été trahi, il était déjà un autre livre.
Et c'est cet autre livre que le metteur en scène va tenter de faire, parce que c'est très rare qu'un producteur prend un livre extrêmement inconnu. Donc il ne prend pas ton livre. Il prend le livre que les lecteurs ont dit qu'ils ont aimé. Déjà, ce n'est pas ton livre. Donc si on vient peut-être, si on peut passer une agréable soirée dans la salle de cinéma. Très bien. Je ne sais pas quel est le... Est-ce que vous avez envie de poser des questions à nos amis, là? Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Oui ou non? Parce qu'on arrive à la fin de cette soirée. Et oui, allez-y. C'est pas une vraie question, mais c'était une clarification que je voulais demander à Dany Laferrière par rapport au deuxième roman. C'est-à-dire La chair du maître est devenue Vers le sud. C'est exactement le même texte ou vous l'avez retravaillé? Oui, non, c'est pas... Oui, c'est un gros livre, La chair du maître. J'ai coupé en deux. Ça va me faire 2 livres. Et j'ai pris les scènes qui étaient dans Vers le Sud, le film, qui étaient prises, et j'ai ajouté d'autres scènes qui sont un peu en marge, et j'ai fait un fil conducteur. Et moi, je fabrique des livres, hein, et je suis très peu artiste. J'ai fait un fil conducteur qui permet à ce que ça tienne un peu et qu'on puisse sentir cet univers. D'accord, donc c'est plus le même livre. C'est jamais le même livre. C'est jamais. Dès qu'on touche, comme dit Borges, dès qu'on touche un grain de sable, la plage est différente. De toute façon, là, on est toute cette soirée, là, on était dans la... c'est pas pour faire un bon mot, mais on est dans la remise en œuvre. Oui. On est pour éviter la relecture ou la réécriture, mais en tout cas, on remet en œuvre quelque chose d'autre, quoi. C'est l'autre chose dont on parle. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier. Oui. Oh, pardon, excusez-moi. Vous voulez un micro? Attendez, on va vous passer un micro, peut-être c'est mieux. Ça permet aux filles, ils sont en train de filmer. Ça permet aussi au monde d'entendre. C'était juste par rapport au sous-titrage. Parce que vous parlez de remise en œuvre. Est-ce que le sous-titrage vous interpelle beaucoup par rapport à ce que vous avez écrit quand vous le voyez au cinéma déjà et puis sous-titré? Ah oui, c'est une autre façon d'adapter. Ah, le sous-titrage lui-même? Oui. Ben, le sous-titrage, généralement, c'est quand le film est un film d'art et d'essai et qu'on le tente de le passer dans une salle commerciale. Sinon, en Amérique du Nord surtout, en Amérique du Nord, les gens détestent le sous-titrage. Moi, j'ai vu... Le sous-titrage est aimé surtout dans les pays Europe scandinave où j'ai vu 2 sous-titrages qui prennent la moitié de l'écran et les gens ne sont pas effrayés par cela, ils regardent, même dans les salles commerciales. Mais pour moi, excusez-moi, pour le sous-titrage, peut-être quelqu'un d'autre, je n'ai pas été sous-titré, et quelqu'un d'autre, c'est le doublage qui a été fait dans mon cas. Et le doublage, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement troublant. Parce que déjà quand on voit le film, et on est impressionné par la voix. Vous savez, la force de la voix. On parle des images, mais la voix. Si on n'est pas d'accord avec la voix qui fait le personnage principal, qui souvent, on croit que c'est nous, parce qu'on est toujours un peu narrateur, c'est notre voix, surtout la voix de la narration. Si on n'est pas d'accord avec cette voix-là, on perd le truc. Déjà, on a perdu dans la voix et dans le sous-titrage, qui est un choix très précis de phrases à prendre qui sont déterminantes et par celui qui écrit le sous-titrage, qui dit c'est ça, et que cette scène veut dire, et c'est encore une autre altération qui peut... Mais c'est toujours très impressionnant de voir quelqu'un qui sait faire son travail. Je dis comment ils arrivent à pointer du doigt exactement le truc et à pouvoir permettre de suivre le film. Mais je n'ai pas d'opinion sur ça, en fait. Vous avez d'autres... Vous voulez parler de ça, vous aussi? Non, pas particulièrement. Une autre question, oui. Le micro, s'il vous plaît, devant. Non, il me semblait que Dany Laferrière, vous avez réalisé un film vous-même en tant que réalisateur. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience-là? Oh, oui, j'ai réalisé... Vous qui vouliez justement être cinéaste, comment vous l'avez vécu?
J'ai réalisé 2 films. Il y en a un qui n'est pas sorti et que je dois faire le montage. Et le premier, rapidement, je vous dis, j'étais à Port-au-Prince. Précisément, c'est une expérience. J'étais à Port-au-Prince, je disais à des amis que ce serait intéressant parce qu'ils avaient une salle de montage et il faudrait faire des films. Et ils m'ont parlé d'argent. J'ai dit, mais le cinéma, c'est un art. Si c'est un art, l'argent n'est pas la chose fondamentale s'il s'agit d'un art. Et ils m'ont dit, mais comment peut-on faire un film sans argent? J'ai dit, mais en demandant aux gens de payer. Et j'ai fait cette blague-là et on a fait le film avec ça. Tout le monde a accepté de payer, pas beaucoup, pour être dans le film. Et c'est le premier film qui rapporte de l'argent pendant qu'on le fait. Et tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a accepté. L'idée était tellement... Il y avait une journaliste qui était là de Time Magazine, une photographe. Elle filmait, elle photographiait des prisons en Haïti, les conditions des prisonniers en Haïti. Je lui ai dit, mais j'aimerais une photographe de plateau, est-ce que vous voyez? Elle a dit, je ne peux pas parce que vous savez, j'ai un agent aux États-Unis. Et que j'ai dit, non, c'est vous qui payez. Ah, si c'est moi qui paye, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, pour voir comment les gens, entre ce qu'on aime faire et ce qu'on fait, comment cette histoire d'argent bloque un peu. Et je suis allé jusqu'à l'acteur principal, c'est Rémi Girard, qui joue dans les films de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain. J'ai dit, Rémi, est-ce que tu veux jouer dans mon film? Et tout ça, j'ai fait un film. Il ne me répond pas naturellement, grand acteur. Je rappelle 2 jours plus tard, j'ai dit, c'est toi qui paies. 1 heure plus tard, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette histoire? Et il a accepté. Et je lui ai demandé, j'ai dit, Rémi, c'est dans le film, parce que je fais le film sur ça. J'ai dit, Rémi, comment ça se fait? Tu es en train de négocier pour jouer dans Berlin, le film de Spielberg, et tu acceptes de payer pour être dans le film de quelqu'un qui n'a aucun nom, de quoi que ce soit. Il me dit, tu sais, quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'était pour l'art. Et je ne m'intéressais qu'à cela. Mais maintenant, avec mon argent, je ne parle que d'argent. Et en payant, j'ai l'impression d'être moins pute. Et c'était comment? Alors ça, c'est là. Mais pour le film « Comment conquérir l'Amérique en une nuit », ce film n'aurait pas dû avoir, parce que le scénario n'est pas, je l'ai écrit, il n'était pas très bon. Mais le titre a impressionné, c'était au moment des grandes histoires de terrorisme. Les gens pensaient que c'était une technique de théoriser l'Amérique en une nuit. Ça s'appelle « Comment conquérir l'Amérique en une nuit ». Et on m'a donné la possibilité de faire ce film. Je n'ai rien appris. Je suis parti du principe que je ne suis pas cinéaste, je suis un écrivain. Je n'ai rien appris. Je me suis dit, c'est très facile à faire un film, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'accepter que les autres savent faire ce qu'ils font. Le rapport qu'il y a, c'est un rapport d'affrontement qu'il y a entre le cinéaste et son équipe. Parce que sinon, techniquement, on a tous les moyens pour faire un film. Mais comme le cinéaste a une vue, c'est un cinéaste, il a une vision du monde, c'est normal qu'il cherche à imposer et finisse par imposer sa vision du film. Mais moi, je n'ai pas de vision de cinéaste. J'ai dit à ces gens-là, mais faites votre film. Moi, je suis le réalisateur, je regarde un peu et je vous dis. J'ai dit, écoutez, je voudrais avoir un coucher de soleil un peu languissant. On a parlé de languissement hier. Un coucher, tu vois, et puis le projecteur, le type, il dit, vous voulez dire comme dans tel film Annie-Hall, un peu? Non. Fellini, là, Roma. Donc, ils ont une culture cinématographique, c'est comme ça qu'ils parlent. Comme nous, on a une culture de livres, et ils parlent cinéma. Il me dit, il y a un coucher de soleil dans un film de Lelouch. Et j'ai dit, oui. Et puis ils te font ça. Et ils ont fait le film. La seule chose, moi j'arrive, et la seule chose, c'est que, en tant que réalisateur, du point de vue du syndicat, c'est toi qui dois prendre les décisions. Alors j'arrive et tout le monde fonce dessus. On me montre 2 couteaux. Et quel couteau vous choisissez? Et pour la 3e scène, j'ai dit, c'est celui-là. Je m'en fous complètement du couteau. Et on me montre des jeunes filles. Est-ce que, comme dans le film de Fellini, est-ce que vous acceptez? Elle va être figurante. Je dis oui. Comme dit Fellini, ne les habillez pas là, comme ça, là, ça va. On me montre, et les costumiers arrivent. Dès que tu arrives, pendant une bonne heure, tout le monde vous plonge dessus avec leurs idées. Et toi, tu dis non, tu dis oui. Elles sont toutes bonnes. Et dans l'harmonie, et à un moment donné, l'équipe a compris que je n'étais pas là pour imposer ma vision, et puis on a fait un petit film comme ça, qui est très amusant, et puis tout s'est passé très bien, il n'y a pas eu du tout de contestation. C'est le film d'un réalisateur absent, et son absence a pu créer un film collectif, et vive le Parti communiste, quoi. Merci beaucoup. D'autres questions? Écoutez, c'est bon. Je vous remercie, on va applaudir nos amis. Merci beaucoup pour cette bonne soirée.